Dans des circonstances mystérieuses, l'affaire d'une famille américaine disparut sans laisser de traces de leur domicile tard dans la nuit. Les forces de l'ordre entamèrent immédiatement les recherches, qui les menèrent bientôt à une série de découvertes surprenantes et imprévisibles. Après avoir résolu l'énigme de la disparition, les enquêteurs se trouvèrent confrontés à un nouvel ensemble de questions troublantes qui approfondirent encore davantage le mystère. Rowan Ford, né le 11 avril 1998 à San Diego, en Californie, déménagea avec sa mère au Missouri, dans la petite ville accueillante de Stella, peu après le divorce de ses parents. Dans son nouveau foyer, la mère rencontra David, ce qui aboutit à un nouveau mariage et à l'expansion de la famille avec des enfants du premier mariage et une fille née en commun. Ainsi, Rowan obtint 4 frères et sœurs avec lesquels elle entretenait une relation cordiale et amicale. La majeure partie de son enfance, la fillette la passa à l'extérieur, explorant les environs de la ville à vélo, profitant de la natation et se consacrant au dessin. Elle participait aussi activement à l'école du dimanche de l'église locale, où elle aidait les autres enfants et arrivait toujours la première. À 9 ans, en novembre 2007, Rowan montrait déjà un haut degré d'indépendance en raison des horaires de travail de sa mère, qui travaillait la nuit dans un magasin local, et de l'occupation de son beau-père, qui travaillait le jour à la ferme. Ce jour-là, le 2 novembre, elle était seule à la maison. Sa mère était partie travailler et le beau-fils était encore au travail à la ferme. Le matin, quand Colleen rentra du travail de nuit vers 9h, elle remarqua l'absence de sa fille dans la chambre. À sa question à son mari sur où était Rowan, il expliqua que la fille avait décidé de passer la nuit chez une amie et qu'il lui avait donné sa permission. En raison de la petite taille de leur ville, il n'avait pas jugé nécessaire de demander exactement chez qui. Inquiète, Colleen décida de vérifier auprès des amis de Rowan. Après avoir parcouru quelques rues de la petite ville, elle réalisa que son inquiétude était justifiée. Aucune des amies n'avait vu Rowan cette nuit-là. Après des recherches infructueuses dans toute la ville, Colleen insista pour informer la police. La réaction du shérif fut immédiate. Il commença par une visite à la famille pour interroger David, qui avait vu Rowan pour la dernière fois. L'homme partagea que dans l'après-midi, après le travail à la ferme, il était rentré chez lui avec son collègue Christopher et une connaissance, Layton, où ils avaient joué au billard et pris quelques verres. Après que les amis eurent acheté tout le nécessaire pour leur rencontre au magasin local, 3 d'entre eux se dirigèrent vers la maison de l'un d'eux, où ils passèrent plusieurs heures dans une atmosphère agréable. Quand il fit nuit, Christopher exprima le désir de retourner chez lui dans la ville voisine, où il vivait dans une caravane, et invita Ethan et David à continuer la soirée chez lui. David, après s'être assuré que sa belle-fille Rowan dormait profondément, accepta et partit avec eux. En chemin, ils s'arrêtèrent pour acheter de l'alcool supplémentaire et passèrent le reste de la soirée dans la caravane de Christopher. 1 heure plus tard, David demanda à Ethan de le ramener. Pour éviter une rencontre avec la police en raison de son état après la consommation d'alcool, Ethan choisit des rues moins fréquentées. À la maison, David s'endormit presque immédiatement, mais fut bientôt réveillé par Rowan, qui demandait la permission de passer la nuit chez une amie. Sans réfléchir longtemps, il accepta et se rendormit. La police accueillit cette histoire avec scepticisme, particulièrement la décision de laisser la fillette partir la nuit sans poser d'autres questions sur sa destination. Le shérif soupçonnait que David pourrait être impliqué d'une manière ou d'une autre dans la disparition de Rowan, bien qu'il n'y ait pas de preuves solides à cet effet. Toute la journée et tard dans la nuit, la police avec les habitants de la ville et des communautés environnantes organisa une opération de recherche pour la disparue Rowan. Dans la petite ville de Stella, qui ne compte qu'environ 150 âmes, la nouvelle de sa disparition se répandit comme l'éclair, étant donné la connexion étroite de la famille avec la communauté. Normalement, les enfants jouaient ici sans souci dans les rues, mais la disparition inexplicable remplit les cœurs des habitants d'inquiétude et de peur. Les premières 24 heures de recherche se terminèrent sans aucun indice ou trace de Rowan. Le jour suivant, le 4 novembre, les enquêteurs voyagèrent dans une ville voisine pour rencontrer Christopher, qui confirma l'alibi de David,
mais rapporta qu'il n'avait pas eu de contact avec son ami depuis la disparition de la fillette. Cela mena à l'expansion de l'opération de recherche et à l'implication d'encore plus de volontaires. Cependant, aucune trace de Rowan ne fut trouvée. Le matin suivant fut marqué par la participation d'agents du FBI qui travaillaient activement sur diverses hypothèses concernant l'incident. Des doutes furent exprimés concernant les déclarations du beau-père de Rowan, car sa version des événements semblait incroyable. Toutes les amies de Rowan furent interrogées, ce qui confirma que la fillette n'était pas avec elle. Les interrogatoires répétés de David menèrent à des changements dans ses déclarations, ce qui intensifia les soupçons contre lui et les efforts pour résoudre l'affaire. Dans la même nuit où la fillette disparut, cette personne donna des informations contradictoires sur son absence. Il mentionna aussi que la fillette avait possiblement décidé d'aller seule chez une amie sans lui demander la permission et quitta l'appartement sans qu'il le sache. Au cours de l'enquête, il fut découvert qu'il avait emprunté la voiture de sa mère ce soir-là, ce qui n'avait pas été précédemment communiqué à l'enquête. Les enquêteurs décidèrent alors de confisquer à la fois son pick-up personnel et la voiture de la mère pour une inspection détaillée, mais aucune trace de crime ne fut trouvée. Parallèlement, les enquêteurs décidèrent de mener à nouveau des conversations avec Christopher et Newton, car tous deux avaient passé la soirée de la disparition avec le suspect. Christopher fut invité au poste de police, où il répéta sa version des événements précédemment exprimés. Il accepta aussi un interrogatoire utilisant un détecteur de mensonges, dont les résultats ne montrèrent aucun signe de tromperie. Et peu après, il fut libéré. Seulement quelques heures après avoir quitté la police et être retourné au travail, Christopher vit passer la voiture du shérif Clark et lui fit signe de s'arrêter. Le shérif Clark, chef du département de police de Whitman, connaissait Christopher depuis 17 ans et entretenait une relation amicale avec ses parents adoptifs, ce qui lui valut son respect. Après la mort de la mère de Christopher, il cherchait souvent le soutien de Clark. Lors de leur rencontre, ils discutèrent de la disparition de Rowan, bien que Clark ne soit pas directement impliqué dans l'enquête. Néanmoins, Clark sentit que le comportement de Christopher semblait étrange et soupçonna qu'il pourrait cacher quelque chose. Au moment où chaque minute était cruciale pour le destin de la disparue Rowan, Clark décida de ne pas cacher ses soupçons et chercha l'aide du FBI. Il organisa une rencontre avec les agents et partagea ses suppositions que Christopher pourrait cacher des détails importants sur les événements de cette nuit, possiblement même à la demande de Christopher lui-même. Ces informations pourraient indiquer sa participation à la disparition de Rowan. Le shérif prétendait avoir établi une relation de confiance avec Christopher et était prêt à essayer de convaincre Christopher de partager la vérité par peur des conséquences d'une participation. Le soir du même jour, Christopher se rendit à la maison de la mère de Rowan pour s'informer du progrès de l'enquête. En son absence, arrivèrent les agents du FBI qui avaient décidé de parler à nouveau avec la mère de Rowan. Quand Christopher les rencontra, il confirma sa version antérieure des événements de cette nuit, mais exprima pour la première fois des soupçons envers David et offrit son aide pour découvrir la vérité. Il était même prêt à prendre un risque en suggérant de s'utiliser comme appât avec un dispositif d'écoute pour obtenir une confession de David. Cependant, les agents décidèrent de reporter ce plan temporairement et demandèrent à Christopher des endroits où David aurait pu cacher des preuves liées à l'affaire. Le matin, après que la police eut reçu des informations d'un homme, elle commença une enquête approfondie des lieux indiqués et élargit le rayon de recherche dans le quartier de Stella. En même temps, David fut à nouveau invité à un interrogatoire au FBI, où il continua à nier toute culpabilité. Les tentatives d'enquête dans sa maison restèrent infructueuses, laissant les enquêteurs sans preuve. Pendant ce temps, Christophe rendit visite au shérif Clark pour rendre compte de ses interactions avec les agents. Pendant leur conversation, Clark eut le sentiment que Christophe cachait quelque chose d'important. Après la rencontre, le shérif contacta immédiatement les enquêteurs et exprima le soupçon que Christophe pourrait avoir des informations qui pourraient incriminer David. En supposant que Christophe voulait partager des informations importantes mais hésitait, les agents du FBI insistèrent pour que Clark essaie de le convaincre. Étant donné les contacts répétés de Christophe avec le shérif concernant l'affaire, il était probable qu'il veuille effectivement révéler certains détails clés. Le 7 novembre, Christophe fut à nouveau invité au poste de police pour obtenir son consentement à fouiller le coffre-fort dans la maison de David, où Christophe vivait temporairement après avoir perdu son propre foyer
et où ses effets personnels étaient encore conservés. Christophe accepta sans objection la fouille de sa remorque et de sa voiture, fournit un échantillon d'ADN et répondit à nouveau aux questions des enquêteurs. Lorsque les enquêteurs décidèrent d'examiner de plus près les événements de cette nuit-là et demandèrent à Christopher de confirmer la version présentée par David, la situation prit un tournant inattendu. Christopher révéla que le récit de son ami n'était pas exact, ce qui poussa les enquêteurs à être encore plus déterminés à clarifier les vraies circonstances. La pression des forces de l'ordre ne fit qu'éloigner davantage Christopher, l'amenant à se défendre et à refuser toute communication supplémentaire sous la menace d'une accusation pour la disparition de Rowan. La réunion fut interrompue et Christopher quitta le poste de police. Il se rendit chez le shérif Clark ce soir-là même, se plaignit du traitement injuste de la part des enquêteurs et envisagea la possibilité de chercher une assistance juridique. Le shérif, reconnaissant son droit à un avocat, lui conseilla néanmoins de comprendre les motifs de l'enquête et de continuer à soutenir la recherche de Rowan. Christopher expliqua qu'il n'était plus disposé à coopérer avec les enquêteurs et préférait communiquer exclusivement avec Clark. Au cours de leur conversation, Christopher, sous la pression persistante du shérif, ne put retenir ses larmes, avoua son affection pour Rowan et nia toute pensée de lui faire du mal. Il se souvint comment il s'était rapproché de la jeune femme, était presque devenu partie de sa famille et avait reçu le surnom affectueux d'« Oncle Christopher ». Le shérif, percevant son état émotionnel, essaya de convaincre l'homme de révéler tout ce qu'il savait sur les événements. Au moment où Christopher donnait son explication, des visiteurs entrèrent au poste de police et distrayèrent le shérif Clark de la conversation. Clark se consacra aux visiteurs et pendant ce temps, Christopher quitta le bâtiment sans être remarqué, sans révéler les informations qu'il avait l'intention de divulguer. Le shérif, reconnaissant l'ampleur de la situation, contacta immédiatement le FBI pour rapporter ce qui s'était passé. Il avertit que Christopher était au bord, prêt à tout révéler, mais que toute pression pourrait l'amener à se retirer de toute coopération supplémentaire et à engager un avocat à la place. C'est pourquoi Clark suggéra de lui donner du temps pour réfléchir, ce avec quoi les agents furent d'accord. La recherche continua le lendemain sans interruption, mais Rowan ne fut pas trouvé. Tout changea le 9 novembre. Une semaine après la disparition, lorsque les équipes de recherche atteignirent une zone isolée près de Powell, à 16 km de Stella. Là, au milieu des forêts et des champs, ils découvrirent une dépression naturelle profonde. Sous une couche de feuilles et de débris, ils trouvèrent ce qu'ils avaient cherché tous ces jours. Rowan. Les circonstances de ce qui s'est passé sont telles qu'elles ne peuvent pas être décrites en détail sur YouTube, mais j'espère que vous pouvez imaginer ce qui s'est passé là-bas. Après la découverte, les agents du FBI contactèrent à nouveau le shérif Clark pour insister sur la nécessité d'interroger Christopher. Il s'avéra que Christopher était venu au poste ce matin-là même, quand Clark n'était pas présent, et avait laissé un message par l'intermédiaire d'autres employés qui soulignaient l'urgence d'une réunion. Le shérif commença immédiatement à chercher Christopher, parcourut tous les endroits possibles où il pourrait être, mais l'homme semblait avoir disparu de la surface de la Terre. L'histoire prit son cours lorsque Christopher décida de contacter Clark lui-même. L'inquiétude dans sa voix était perceptible. Il parla de la possibilité que quelqu'un le suive, en décrivant ses dernières promenades à travers la ville, qui est écho des tentatives de libérer son esprit des pensées. Christopher mentionna une voiture argentée qui semblait le suivre constamment. Le shérif Clark l'assura qu'il ne connaissait rien d'une telle surveillance et suggéra une réunion pour discuter de l'affaire. À la réunion, Christopher semblait extrêmement tendu et exprima la crainte qu'il puisse être connecté d'une manière ou d'une autre à la disparition de Rowan et que quelqu'un veuille se venger de lui pour cela. Clark suggéra d'aller au poste pour discuter de l'affaire plus en détail, soulignant que la situation s'était intensifiée et que Christopher devrait communiquer tout ce qu'il savait. Devant le poste, Christopher fut à nouveau submergé par les émotions, mais insista sur le fait qu'il ne voulait pas parler dans un environnement si peuplé. Il suggéra d'aller dans un endroit plus isolé et mentionna un pont peu connu près de la ville. Après s'être mis d'accord, ils se dirigèrent là-bas. Une fois arrivés à destination, Christopher tendit de manière inattendue ses mains vers Clark et lui offrit de lui mettre des menottes. Le shérif était confus et répondit que ce n'était pas nécessaire.
Alors Christopher remarqua mystérieusement « Après mes paroles, tu le verras différemment ?» Et il commença à raconter, répétant d'abord ce que la police savait déjà. Cette nuit-là, Christopher se détendait avec Ben et David dans la remorque. Ils continuèrent à célébrer et à boire. Quand il fut temps de rentrer à la maison, David lui demanda de le déposer. Ils décidèrent d'utiliser les chemins de campagne pour éviter de rencontrer la police et se mirent en route. L'histoire que Christopher raconta plus tard au shérif le choqua et le laissa perplexe. Christopher confessa que cette nuit-là, il avait ressenti le désir terrifiant de faire quelque chose d'impardonnable à Rowan. Je ne peux pas en parler sur YouTube, mais vous devez comprendre par vous-même ce qu'il voulait exactement faire. Christopher, sachant que ses amis seraient absents pendant un moment, choisit une route plus courte par la route principale et arriva en premier à la maison de David. Silencieusement, il se glissa dans la chambre de Rowan, prit la fille avec précaution pour qu'elle ne se réveille pas et partit avec elle dans sa remorque. Pendant ses actions, il n'alluma pas la lumière et essaya de passer inaperçu. Après que Christopher eut fait l'irréversible, il prévoyait de ramener Rowan à la maison et de disparaître. Mais les plans changèrent quand elle vit son visage sous la lumière brillante de la lune. En panique d'être reconnu, Christopher décida qu'il devait effacer les traces du crime de telle manière que personne, y compris Rowan, ne connaisse la vérité. Finalement, il prit une décision qui ne pouvait plus être annulée et fit quelque chose dont je ne peux pas non plus parler ici. Veuillez comprendre. Mais j'essaie d'expliquer tout de la manière la plus compréhensible possible. Assis dans la voiture après tout ce qui s'était passé, Christopher pensa à des moyens de se débarrasser de toutes les preuves et indices. Sa première pensée fut de détruire toutes les preuves en les jetant du pont où il avait rencontré le shérif Clark pour la dernière fois. Christophe s'est rendu compte que son plan original serait rapidement découvert. Il a conduit à travers le district, réfléchissant aux alternatives, et a bientôt trouvé un nouveau plan. Près de la ville suivante, il y avait un grand puits. Il s'y est dirigé pour se débarrasser des preuves, mais il n'a pas réussi à couvrir le puits avec des branches. Elles tombaient simplement vers le bas à cause de leur taille énorme. Quand il est rentré chez lui, Christophe a remarqué des traces sur ses affaires. Il a également dû se débarrasser d'autres objets compromettants et de la corde qui avait été utilisée lors de l'acte. Il a tout rassemblé dans un grand tonneau métallique pour le brûler. Cependant, il s'est rendu compte qu'un feu ouvert pourrait attirer une attention indésirable. Finalement, il a traîné le tonneau dans la grange et l'a allumé là. Le shérif Clark était troublé par ces événements. Tout le temps, il avait considéré David comme le coupable et n'avait vu Christophe que comme un témoin qui retenait des informations. Découvrir que quelqu'un qu'il connaissait depuis presque 20 ans pourrait faire une chose pareille était un choc pour le shérif. Christophe, qui a 3 enfants d'un divorce, avait toujours semblé être un citoyen respectueux de la loi. Mais la véritable image des actions de Christophe a détruit cette impression. Après avoir raconté son histoire, Christophe a accepté volontairement d'aller au poste de police et le shérif n'a même pas jugé nécessaire de lui mettre les menottes. Cependant, après avoir répété sa confession devant les agents du FBI, il a été arrêté. Pendant que Christophe exprimait sa volonté de permettre une perquisition de sa maison mobile et de sa voiture, il a terminé sa déclaration en regrettant ce qui s'était passé et en mentionnant qu'il avait passé les jours suivants à pleurer. Les enquêteurs, réfléchissant à sa confession, ont alors décidé de rencontrer David et de l'informer de la confession de Christophe. Ils étaient préoccupés par le comportement étrange de l'homme et l'incohérence de ses déclarations, ce qui a fait naître le soupçon qu'il pourrait cacher les actions de son ami. Mais le prochain tournant des événements était encore plus surprenant. Après l'interrogatoire, David a soudainement changé son histoire sur les événements. Il a affirmé que quand il est rentré à la maison cette nuit-là, il a découvert la disparition de Rowan de sa chambre et a immédiatement soupçonné que Christophe aurait pu l'emmener. Avec la voiture de sa mère, il a conduit jusqu'à la maison de Christophe et a été témoin de ce qui se passait. Au lieu d'essayer de sauver Rowan, David a décidé de se joindre à Christophe et de l'aider ensuite à cacher les traces du crime. Il en a conclu que sa conscience s'était d'une manière ou d'une autre déconnectée à ce moment-là et qu'il ne pouvait se souvenir de rien de ce qui s'était passé dans les jours suivants. Les enquêteurs, troublés par ce développement,
se sont à nouveau tournés vers Christophe pour demander des explications sur les déclarations de David. Cependant, Christophe a insisté sur le fait que David n'était pas impliqué dans les événements et que tout s'était passé exactement comme il l'avait décrit à l'origine. Cela a encore plus troublé les enquêteurs, mais l'histoire de Christophe correspondait complètement aux preuves trouvées. Les déclarations de Christophe ont été confirmées par les résultats de l'examen médical, ce qui a contribué à clarifier l'enquête. En examinant le terrain près de la caravane, les enquêteurs ont découvert un tonneau plein de cendres et dans la voiture, ils ont remarqué des cheveux humains. Bien qu'ils ne soient pas Pompesson, ils ne soient pas complètement sûrs de quelle version des événements était la bonne, les accusés ont fait des confessions qui ont permis d'arrêter David et de transférer l'affaire aux tribunaux. Pendant le procès, Christophe a tenté de contester l'utilisation de ces déclarations, prétendant qu'il n'avait pas compris leur utilisation possible contre lui et que ses droits avaient été violés. Cependant, le juge a rejeté ces arguments et a souligné que les déclarations avaient été faites volontairement. Christophe a également cherché la clémence en soulignant son enfance difficile, les changements constants de ses parents biologiques aux parents adoptifs et vice-versa, ce qui avait laissé une impression durable sur sa personnalité. Un expert invité a affirmé que chez Christophe, des signes de retard mental avaient été détectés. Cependant, cela ne l'a pas sauvé d'être condamné à la peine maximale la plus sévère en 2012, 5 ans après l'acte. Les tentatives de faire appel de la sentence n'ont pas été couronnées de succès. La situation avec David était plus compliquée. Il a avoué sa participation à l'acte, mais sa version des événements différait des déclarations de Christophe, ce qui représentait un risque pour l'accusation. Un procès possible contre David pourrait mener à une annulation de la sentence de Christophe et potentiellement libérer les deux, car il n'y avait pas de preuves directes comme l'ADN. Ce risque, l'accusation ne pouvait pas le prendre. Des preuves que David était impliqué dans le crime avec Christophe n'ont jamais été trouvées. L'accusation avait considéré la possibilité de sa participation, mais les preuves n'étaient pas convaincantes. Pour éviter une annulation de la sentence contre Christophe, les procureurs ont fait un compromis avec David. Après avoir plaidé coupable à 2 chefs d'accusation, il a été condamné à 11 ans de prison, dont il n'a purgé que 5. La sentence a causé beaucoup de mécontentement, car beaucoup pensaient que David aurait dû recevoir une peine plus dure pour ses actes. Maintenant, il est extrêmement improbable qu'il soit à nouveau tenu responsable de cette affaire. Pendant ce temps, Christophe continue de purger sa peine en prison. Fawn Cox, qui vivait avec ses parents et ses sœurs cadettes dans une maison, rentra chez elle un soir après le travail et alla directement dormir dans sa chambre. Le lendemain matin, les membres de la famille découvrirent avec étonnement qu'un incident s'était produit dans sa chambre. Né le 24 mars 1973 à Kansas City, Missouri, Fawn grandit dans une modeste maison à 2 étages avec ses parents et 2 sœurs cadettes, dans un quartier simple. Malgré les revenus modestes de la famille, elle était toujours prête à aider ses parents, était active dans la congrégation de l'église et trouvait de la joie dans la natation. Son désir de soutenir la famille se manifesta lorsqu'à 16 ans, elle commença à travailler dans un parc d'attractions où elle travaillait principalement à la caisse. Au milieu de l'été 1988, Fawn, l'aînée de 3 filles, rentra chez elle après le travail au parc d'attractions local vers 10h du soir, le 26 juillet. Sa mère et sa sœur cadette la récupèrent en voiture pour lui épargner le long voyage de retour en transport public. Après son arrivée à la maison, Fawn, fatiguée d'une longue journée de travail, alla directement dormir, prête pour la prochaine journée de travail le matin. Le matin après cette nuit-là, la famille découvrit quelque chose d'inhabituel dans sa chambre. Un incident s'était produit. Personne dans la famille n'avait entendu quoi que ce soit de suspect cette nuit-là. Il fallut 31 ans pour résoudre l'affaire, ce qui fut un tournant complètement inattendu pour tous les impliqués. Cette nuit d'été, la température ne baissa même pas pendant la nuit. Au rez-de-chaussée, où régnait une agréable fraîcheur grâce à la climatisation, dormaient les parents et Alicia, l'une des sœurs. Leur décision de descendre du 2e étage était motivée par le désir d'échapper à la chaleur insupportable. Amber, la sœur qui n'avait qu'1 an de moins que Fawn,
passa cette nuit à l'extérieur de la maison, car elle travaillait comme babysitter dans une famille amie. Ainsi, Fawn resta seule au 2e étage, dans sa chambre. Quand il fut temps de se réveiller, le réveil de Fawn sonna, mais pour une raison quelconque, ne fut pas éteint à l'heure habituelle. Cela incita la sœur cadette et la mère à aller la voir. Elles trouvèrent Fawn allongée dans son lit. Elles appelèrent immédiatement le service d'urgence, mais les médecins déterminèrent qu'il n'y avait plus de salut pour la jeune fille. Les événements qui menèrent à ce dénouement s'étaient évidemment produits plusieurs heures auparavant, comme le confirmèrent les experts médicaux, qui indiquèrent une intervention externe comme cause de l'événement. La police réalisa immédiatement qu'une enquête pleine de difficultés l'attendait. Bien que le crime ait eu lieu dans la maison, où l'on pourrait s'attendre à ce qu'en raison de la mauvaise isolation acoustique, tout bruit réveillerait quelqu'un de la famille, personne n'entendit rien. L'explication était la climatisation bruyante au rez-de-chaussée, qui couvrait tous les autres sons. La seule chose qui brisa le silence de cette nuit fut l'agitation du caniche de la famille, qui se comportait nerveusement et aboyait. Cependant, ce comportement fut attribué à son état, car la chienne était enceinte, et la famille ne lui prêta pas d'attention particulière. Après un examen approfondi de la maison, le lieu de l'incident, les enquêteurs arrivèrent à une série de conclusions importantes. Leur analyse suggéra que le perpétrateur ou un groupe de personnes était entré par une fenêtre du 2e étage à l'arrière de la maison. Près de là, se trouvait une vieille remorque qui offrait un accès facile à l'avant-toit, puis à la fenêtre. Cette fenêtre resta ouverte car il n'y avait pas de climatisation dans la maison, ce qui obligeait les résidents à chercher des moyens de faire face à la chaleur estivale. Dans la chambre qui appartenait à Fawn, les experts découvrirent des preuves clés, y compris quelques mèches courtes de cheveux ainsi que d'autres preuves qui pourraient sembler insignifiantes à première vue. Toutes les découvertes furent envoyées au laboratoire pour analyse. De plus, des objets de valeur disparurent de la maison, y compris plusieurs radios, une console de jeux vidéo et un lecteur de cassettes stéréo. Certains objets furent trouvés au sol près de la maison, ce qui donnait l'impression qu'ils avaient été jetés par la fenêtre pour récupérer les affaires plus tard d'en bas, mais pour une raison quelconque, restèrent là. Les enquêteurs découvrirent également que d'un placard dans une chambre adjacente au 2e étage, divers objets avaient été retirés. Selon eux, le perpétrateur aurait pu utiliser ce placard comme cachette en attendant que les résidents de la maison s'endorment. Normalement, dans cette chambre dormaient la nuit les sœurs de Fawn, mais cette nuit-là, elles avaient le coucher ailleurs. C'est pourquoi les objets déplacés passèrent inaperçus. Lors des enquêtes dans l'affaire de Fawn, les enquêteurs tombèrent sur une découverte inhabituelle. Dans sa chambre, fut trouvée une vieille casquette militaire dont l'existence était inconnue de l'entourage de Fawn. Cela amena la police à supposer que le perpétrateur aurait pu laisser accidentellement cet objet sur la scène de crime. Cependant, malgré les nombreuses preuves collectées, il ne fut pas facile de trouver le perpétrateur, car en 1989, la technologie d'analyse ADN n'était pas aussi avancée qu'aujourd'hui, et il n'existait pas de base de données ADN unifiée. L'enquêteur Benjamin Caldwell exprima la supposition que plusieurs personnes pourraient avoir été impliquées dans le crime, qui étaient familières avec la disposition de la maison. Les perpétrateurs devaient savoir comment atteindre le 2e étage dans l'obscurité en contournant la cour arrière et connaître l'arrangement des chambres dans la maison. La tentative de trouver des témoins qui pourraient éclairer les événements de cette nuit ne fut pas couronnée de succès. Les interrogatoires de voisins, amis et parents de Fawn n'apportèrent pas d'informations significatives qui pourraient aider dans les enquêtes. Une difficulté supplémentaire fut la zone où se trouvait la maison. C'était un quartier plutôt pauvre, connu pour l'activité de divers gangs. Les difficultés à tenir les membres de ces groupes responsables compliquèrent considérablement le travail des enquêteurs. Un mois après l'incident, l'enquête prit soudainement un nouvel élan avec l'apparition d'un témoin. Cette personne partagea avec les enquêteurs des informations sur 3 jeunes qui semblèrent suspects, les désignant comme des perpétrateurs possibles. La particularité de son témoignage résidait dans des détails qui étaient inconnus du grand public et n'avaient pas été publiés par la police, ce qui donnait du poids à ses paroles. En conséquence, 3 jeunes hommes furent arrêtés,
y compris un qui était auparavant dans la même école que Fawn. Malgré leur négation de toute connexion avec l'incident, la perquisition dans la maison de l'un des suspects mena à la découverte d'objets qui appartenaient à Fawn. Cette découverte en fit temporairement les figures principales de l'enquête. Cependant, l'enquête rencontra des obstacles. Le témoin retira soudainement ses déclarations originales et termina toute coopération avec la police. De plus, l'analyse de l'ADN et des cheveux trouvés sur la scène de crime ne produisit pas de résultats clairs. La technologie n'était pas encore assez développée pour établir ou exclure une correspondance de 100% avec l'ADN des suspects. C'est pourquoi les résultats restèrent incertains et ne confirmèrent ni la culpabilité ni l'innocence des suspects. Malgré le fait que les résultats du test ADN restèrent incertains, l'équipe d'enquête réussit à obtenir des informations précieuses de l'un des arrêtés. Quand il fut interrogé, il dit que lui et ses amis entrèrent dans la maison cette nuit-là et prirent quelques objets de valeur. En décrivant son chemin vers la maison, il mentionna comment il atteignit le 2e étage en utilisant l'avant-toit. De plus, il mentionna quelques détails qui n'étaient pas connus auparavant de l'équipe d'enquête. Par exemple, l'incident avec le lecteur de cassette, dont la poignée se cassa et fut cachée par lui sous un buisson près de la maison. Les enquêteurs trouvèrent ledit objet exactement là où l'arrêté avait dit. Néanmoins, il retira plus tard sa déclaration et cessa de coopérer avec la police, ce qui rendit impossible l'utilisation de sa confession comme preuve au tribunal. À cause de cela et du manque de preuves supplémentaires, la police fut obligée de libérer les arrêtés et l'enquête atteignit à nouveau une impasse. Curieusement, l'une des personnes impliquées dans l'incident a passé 8 mois en prison pour avoir perdu des objets d'une maison appartenant à Fawn. Après cela, l'affaire fut temporairement fermée et archivée. Au début des années 2000, la police a repris les enquêtes en téléchargeant d'abord les échantillons d'ADN trouvés sur la scène de crime dans la base de données nouvellement créée. Dans cette base de données étaient stockés les profils ADN de personnes condamnées pour divers crimes. Malheureusement, personne parmi eux ne correspondait aux échantillons trouvés. Les progrès de la science, particulièrement dans l'analyse ADN, ont mené à la création d'une nouvelle base de données qui représenta un tournant dans l'enquête de l'affaire Fawn. Grâce à ce progrès, la police put analyser à nouveau les profils ADN de 3 suspects originaux avec des méthodes plus modernes. À la surprise générale, aucun des motifs ne correspondait aux preuves trouvées sur la scène de crime. Ce fait était particulièrement troublant, car les suspects possédaient des objets personnels de Fawn. Les enquêteurs conclurent que dans la nuit du crime, il n'y avait pas seulement les 3 suspects dans la maison de Fawn, qui cherchaient possiblement leurs affaires, mais aussi une 4e personne, qui était apparemment le véritable coupable. Cette supposition mena à encore plus de questions. Comment 4 personnes ont-elles pu entrer dans la maison sans être détectées, commettre l'acte et disparaître tout aussi discrètement? Cette question resta sans réponse, et l'affaire entra à nouveau dans une impasse. Avec les années, la foi de la famille Fawn que la vérité sortirait au grand jour s'amenuisait chaque jour davantage. Ils restent convaincus que les 3 hommes qui étaient dans leur maison cette nuit-là connaissent la clé du crime, mais préfèrent rester silencieux. Le seul espoir pour la famille réside maintenant dans les échantillons d'ADN conservés au laboratoire de police et qui pourraient éclairer le mystère. En l'année 2018 survint un incident sur lequel rapporta Amber, la sœur cadette de Fawn. Elle partagea sur un forum américain connu spécialisé dans les affaires non résolues des détails sur un crime qui était jusqu'alors inconnu de la police. En 23 ans d'existence, le forum a construit une solide réputation, car ses utilisateurs ont contribué à plusieurs reprises à résoudre des affaires importantes. Après qu'Amber eut vérifié son identité, cela donna crédibilité à ses paroles. Elle raconta qu'au moment où la mère n'était pas à la maison avec la fille cadette, parce qu'elles allaient la chercher au travail, et que son père dormait dans la maison, les criminels profitèrent de l'occasion pour entrer et se cacher dans un placard d'une des chambres vides du 2e étage, attendant le moment où toute la famille dormirait. Selon Amber, il y avait au moins 2 personnes parmi les criminels qui connaissaient Fawn personnellement. L'un d'eux était son camarade de classe,
et l'autre l'avait rencontré quelques jours avant l'incident à l'église. Amber était présente lors de leur rencontre et remarqua que l'un des garçons montrait un intérêt romantique pour Fawn. Du récit d'Amber, il ressortait que le crime fut planifié à l'avance et que la disparition d'objets n'était qu'une partie de leur plan. Cette information révélée sur le forum attira une attention particulière et pourrait être un élément clé dans la résolution de l'affaire. Amber insista sur le fait que tout fut planifié à l'avance et qu'il ne s'agissait pas d'un incident aléatoire, comme l'avait supposé la police. La police soupçonne que les 3 garçons entrèrent dans la maison à la recherche d'objets de valeur avant de décider de commettre un crime plus grave. Mais Amber était sûre qu'ils agirent intentionnellement. Elle expliqua que dans leur modeste maison, il n'y avait rien qui puisse attirer l'attention. De plus, elle remarqua que les coupables utilisèrent des objets de sa sœur cadette de la chambre adjacente, ce qui indiquait leur planification préalable. Amber nota aussi que les coupables connaissaient probablement la routine de leur famille, de sorte qu'ils purent rester dans la maison sans être détectés. Les jours de semaine, Amber travaillait comme babysitter et n'était à la maison que dans la journée, tandis qu'elle passait les week-ends dans sa chambre au premier étage, où logeaient aussi les 3 garçons. Elle soupçonnait que si les coupables n'avaient pas observé la maison, ils auraient pris le risque d'être découverts. La fille dit aussi que les coupables avaient dû observer la maison pour savoir quand sa mère et sa sœur cadette iraient la chercher au travail, ce qui leur aurait donné l'opportunité d'entrer sans être détectés. Malgré toutes les preuves d'Amber, celles-ci n'aidèrent pas beaucoup dans l'enquête de cet incident. En l'année 2018, les progrès à l'Institut d'analyse ADN firent des bonds énormes. Beaucoup d'affaires oubliées depuis des décennies trouvèrent leur résolution grâce aux technologies modernes. La famille Fawn, observant ces succès, ne pouvait comprendre pourquoi l'enquête policière de leur affaire ne fut pas reprise. Leurs demandes répétées aux enquêteurs se heurtaient toujours à la même explication. Pour une analyse ADN détaillée, nous avons besoin de fonds, et il y a des dizaines de telles affaires qui requièrent notre attention. Ainsi, il ne resta à la famille qu'à attendre le financement et leur tour. Cependant, la famille décida en l'année 2019 de prendre la situation en main et commença à collecter des fonds. Ils voulaient couvrir tous les coûts de l'analyse ADN et annoncèrent même une récompense de $10 000 pour des informations qui pourraient mener à l'arrestation du coupable. Leur initiative trouva un large écho dans les médias et grâce à de nombreuses interviews avec les proches, beaucoup de personnes compatissantes répondirent à l'appel à l'aide. Grâce à cela, la somme nécessaire fut collectée assez rapidement. Mais malheureusement, même après de tels efforts, une déception attendait la famille. À la demande de la famille Fawn d'accélérer les enquêtes par une analyse ADN réalisée à leurs frais, l'autorité policière refusa. La raison principale du refus était qu'accorder une telle opportunité à une famille créerait un précédent qui pourrait mener à de nombreuses demandes d'autres familles dans des situations similaires. Selon les enquêteurs, cela ne serait pas faisable en raison du nombre limité de laboratoires pouvant effectuer des recherches si avancées. Néanmoins, ces laboratoires ont réalisé des progrès significatifs dans la recherche génétique, de la recherche de parents par l'ADN à la création de portraits faciaux basés sur des données génétiques. La famille Fawn était convaincue que le retard dans les enquêtes était lié à leur statut social et financier, car ils vivaient dans une zone moins prospère. Dans une interview, la sœur de Fawn exprima l'opinion que s'il s'était agi de personnes plus riches ou influentes, les enquêtes auraient progressé beaucoup plus rapidement. Malgré tous les efforts, la famille ne réussit pas à accélérer le processus. Cependant, à la fin de l'année 2020, survint une percée significative dans l'affaire qui fut inattendue pour la famille Fawn. Avec le financement du FBI, les échantillons d'ADN pris dans la chambre de Fawn furent envoyés à un laboratoire spécialisé pour effectuer une analyse approfondie et rechercher d'éventuels parents du propriétaire de l'ADN. Au laboratoire, les scientifiques se concentrèrent sur l'examen d'un matériel génétique spécifique trouvé sur le lieu de l'incident. Jusqu'en novembre 2020, les chercheurs réussirent à déterminer que l'ADN trouvé appartenait à Donald Cox, un cousin au second degré de Fawn, ce qui fut une surprise pour toute la famille. À cette époque, Donald avait 21 ans et personne dans la famille ne soupçonnait qu'il soit impliqué dans quelque crime que ce soit. Cependant,
Donald était connu pour son caractère difficile et ses visites régulières en prison pour diverses infractions mineures. Malheureusement, à cette époque, on ne prélevait pas encore d'échantillons d'ADN pour analyse des personnes qui avaient commis de telles infractions, ce qui aurait pu aider à élucider l'affaire plus tôt. Donald a disparu en l'année 2006, mais les circonstances de sa disparition ont éveillé les soupçons de la police. C'est pourquoi un échantillon de son ADN a été conservé. Cependant, les informations sur son ADN n'ont jamais été saisies dans la base de données du FBI, car Donald n'était pas considéré comme suspect dans cette affaire spécifique. Après que les experts aient établi une correspondance de 100% entre les échantillons trouvés sur la scène de crime et les échantillons fournis par la police, la famille a finalement eu des réponses aux questions qu'elle attendait depuis 31 ans. Cette découverte, bien que triste, a apporté de la lumière sur des détails qui étaient restés peu clairs. Il s'est avéré que les 3 suspects originaux étaient effectivement dans la maison cette nuit-là, ce qui expliquait comment ils connaissaient si bien la disposition de la maison et les habitudes de ses habitants. Donald, l'un des suspects, était connu de la famille et la visitait fréquemment. Malgré ces révélations, la police a décidé de clore l'affaire sans porter de nouvelles accusations contre les 3 hommes. La sœur de Fawn a estimé qu'il était inutile de chercher des aveux de leur part, car leur présence dans la maison ne signifiait pas nécessairement une participation au crime. Peut-être le crime a-t-il été commis par Donald après qu'il soit resté seul dans la maison. La police a déterminé que des accusations avaient déjà été portées contre les suspects. Le soupçon prolongé et la condamnation par la société avaient sérieusement affecté leur vie. Un fait intéressant a été connu après la clôture de l'affaire. La police a appris l'existence des suspects par des parents de l'un d'eux qui avaient remarqué chez lui une console de jeux vidéo Nintendo, similaire à celle qui avait disparu de la maison de Fawn. Cette information a été connue par les nouvelles, et tous dans le district étaient informés des événements. Malgré toutes les preuves et soupçons, il n'a pas été possible de prouver la participation des hommes au crime. Néanmoins, les parents de Fawn savent maintenant qui est derrière le crime. Le coupable a été libre pendant 17 ans, sans être tenu responsable de ses actes, et a continué ses contacts avec la famille Fawn jusqu'à ce que son propre style de vie révèle finalement son secret.